Que devenons-nous après la mort? Est-ce que tout s'arrête? Il semblerait que non. J'ai vu mon corps flotter. En fait, je pense que c'était mon âme qui s'envolait loin de mon corps. J'étais attirée par une lumière. La nuit où il est mort, son esprit est réellement venu à moi. Les esprits, les fantômes, existent-ils? Des milliers de personnes à travers le monde affirment avoir été en contact avec eux. Depuis qu'il est parti, je continue à le voir. Témoins de phénomènes étranges. Alors que je la regardais, elle a commencé à se dématérialiser. Le carrousel avait décidé de se mettre en route tout seul. J'ai regardé le rocking chair et il s'est mis à se balancer. Je le regarde et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait la rencontre de ces âmes égarées et ils racontent leurs histoires. J'ai vu une tête sortir de cette forme. Ça a complètement disparu. C'est là que j'ai commencé à avoir peur. C'est allé si loin que ça a failli déchirer la famille. Parfois, les fantômes nous veulent du bien. Je pense qu'elle est très protectrice avec moi. S'il ne l'avait pas emmenée à l'hôpital ce soir-là, elle ne serait plus en vie. Mais le plus souvent, ces âmes tourmentées Ils ne peuvent pas trouver le repos. Ils errent. sèment la terreur partout où elles passent. Je n'oublierai jamais cette expérience. C'était vraiment quelque chose. C'était le mal. Ce qu'il y avait là-dedans, c'était le mal. C'était comme si elle avait ouvert la porte, poussé tous ceux qui se dressaient sur son chemin pour qu'ils sortent de la maison. Je déteste cette maison. Pourtant, malgré tant de témoignages de personnes sensées, crédibles, certains peinent encore à y croire. Elle ne m'a pas cru, tout simplement. Et vous, oserez-vous ouvrir la porte du monde des morts? Norm et Betty pensaient avoir trouvé leur maison. Ils ignoraient encore que la première occupante des lieux était toujours là. Elle me dit « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai répondu « Tweety est là ». Heureusement, le fantôme de Tweety était plutôt bienveillant. Enfin, la plupart du temps. Elle a ouvert la porte, poussé tous ceux qui se dressaient sur son chemin, frappé pour qu'ils sortent de la maison. En fait, c'est mon mari qui a trouvé la maison. Il espérait en faire une auberge, un dîner-spectacle. Nous sommes allés la voir ensemble et je me suis dit, oh mon Dieu, tu veux que je m'installe ici? Tu veux que j'y fasse une affaire? Pas question. Mais à l'instant où nous avons ouvert la porte d'entrée, nous nous sommes sentis chez nous. La maison brillait quand nous sommes entrés. C'était une sensation comme je n'en avais jamais eue dans la vie. Je sais que, avant nous, il y avait un homme et sa femme. Et il m'a dit que parfois, la nuit, elle avait très peur. Qu'il y avait beaucoup de bruit et des choses qui volaient autour de la maison. Il a dit que sa femme n'en pouvait plus. Il fallait qu'il déménage. Nous étions dehors face à la maison et je l'ai vue. J'ai vu cette dame passer à la fenêtre. Avec Norm, nous nous sommes regardés. Nous n'étions pas très sûrs de ce qui se passait. C'était très nouveau pour nous. Nous découvrions complètement cette maison. Je savais qu'il y avait quelqu'un ici. Mais je savais que si nous emménagions, tout se passerait bien. La première impression, c'était très sale et moisi. J'ai remarqué que sur un palier, entre le rez-de-chaussée et le premier étage, il y avait une tache de sang. Alors nous avons essayé de l'enlever, cette tache, avec des produits chimiques, ce genre de choses. Mais elle ne partait pas. Alors j'ai décidé de la peindre. J'ai utilisé une peinture ordinaire. J'ai utilisé de l'apprêt. De la peinture à l'huile. Quelque chose comme 8 couches de peinture. Et la tache réapparaissait toujours.
J'ai entendu cette berceuse et quelqu'un qui se balançait sur un rocking chair. Je ne me rappelle pas les paroles, mais c'était une très jolie berceuse. Il était très perplexe. Il se demandait, mais d'où est-ce que ça venait? Je me demande ce que c'était. Elle disait que c'était quelqu'un dans la maison. Je me suis dit, ça doit être un bon esprit, nous n'avons qu'à vivre ici, faire avec, et voir ce qui se passe. Puis un jour, je me suis réveillé, et cette tache avait disparu. Je ne pouvais pas y croire. Elle avait disparu d'un coup. J'ai fait des recherches sur la maison. J'ai trouvé qu'une femme avait construit cette maison en 1872. Elle s'appelait Tweety Mill. Quand nous avons trouvé son journal, c'est là que nous avons fait le lien entre les choses et nous pensions... En fait, c'est à partir de là que nous nous sommes mis à appeler tous ces phénomènes Tweety. Mon fils, qui a 18 ans maintenant, faisait de l'asthme. Il était tombé très malade et je l'avais emmené à l'hôpital. J'étais en train d'attendre et Norm m'a dit « Rentre à la maison, va faire une bonne sieste. Et quand tu seras reposé, reviens. » Alors je suis rentrée. J'étais toute seule à la maison, il faisait jour. J'avais accroché mes vêtements. Dans ma chambre, il y a des toilettes et je suspends mes affaires à la porte des toilettes. Dehors, il faisait jour. Alors, pour pouvoir dormir, j'ai fermé les volets, les rideaux. J'ai éteint les lumières pour avoir le plus grand calme et je suis allée me coucher. Quelque chose m'a réveillée, peut-être 2 heures après que je me sois endormie. Et je ne sais pas ce que c'était. Mes affaires étaient au pied de mon lit. La lumière était allumée dans ma salle de bain. Je ressentais l'envie de partir. Je pense que c'est elle qui a fait tout ça. Quand je suis arrivée à l'hôpital, il réclamait après moi. Il s'était rétabli pour moi. Je me suis vraiment dit qu'elle regardait ce qui se passait. Elle avait senti mon angoisse pour mon fils et devait penser « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici, ton enfant est malade, va là-bas. » Du genre, ne perds pas ton temps. Je crois qu'elle est très protectrice avec moi. Avant, je ne croyais pas aux fantômes. Je me disais... Je croyais qu'ils existaient, mais je n'en avais jamais vu. Alors, j'avais un peu peur parce que cette maison, elle avait l'air... On se disait qu'il pouvait y avoir un fantôme, vous voyez. J'étais en train de dormir. Cette nuit-là, je me suis réveillé parce que j'avais entendu de l'eau dans les toilettes. Je suis allé voir. Et j'ai vu Tweety à côté des toilettes de Betty et Norm. Elle portait une jupe à l'ancienne, grise. Et je pouvais voir à travers. Je l'ai regardée pendant peut-être 3-4 secondes. Et elle est entrée dans la pièce. Quand elle s'est déplacée, la jupe a fait un bruit comme... Après l'avoir vue, j'ai juste... je me suis allongé et je ne pouvais pas fermer les yeux. Je pensais à elle, je regardais le plafond et j'étais effrayé, comme jamais auparavant. Il m'a dit « Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça peut bien être ?» Alors je lui ai raconté l'histoire, ce que nous pensions de tout ce qui se passait dans notre maison. Il a dessiné le portrait de ce qu'il avait vu, c'était... Quand il m'a montré son dessin, les bras m'en sont tombés. J'ai dit « Mon Dieu, tu l'as vraiment vu ?» Et je lui ai montré une photo de Tweety, qui était dans son journal. Il est devenu très pâle. Il était tout blanc et il a dit « Mon Dieu, ça existe !» Certains de mes amis ne m'ont pas cru quand je leur ai dit que je l'avais vu.
Mais je sais qu'elle existe. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Ils jouaient avec un Ouija. Je n'en savais rien. Sinon, je leur aurais interdit. Mais bref, ils jouaient avec. Ils demandaient qui parmi eux allait mourir ou qui allait vivre. Et d'un coup, le Ouija s'est animé. Il a commencé à aller dans tous les sens. Après, les portes se sont ouvertes et il y a eu un grand souffle de vent dans la maison. Les bougies ont été soufflées. Les garçons hurlaient, c'était un cauchemar. Il y avait... Vous pouviez le sentir. Vous pouviez sentir les courants d'air et... La maison était froide comme de la glace. Tweety n'était pas très contente. Christian a été littéralement projeté. Il était pétrifié de peur. C'était comme si elle avait ouvert la porte, poussé tous ceux qui se dressaient sur son chemin, frappé pour qu'ils sortent de la maison. C'était comme si la présence de certaines personnes la dérangeait. Fallait les mettre dehors. C'était une sensation très malfaisante. C'est vraiment la seule fois où j'ai pu être témoin de ce genre de comportement chez elle. Le reste du temps, elle est très calme. J'étais étendu sur mon lit, je faisais une petite sieste. J'ai senti quelqu'un toucher mes pieds et les porter. Cette sensation a remonté tout mon corps. Très doucement, délicatement, elle m'a touché pour voir si j'allais bien, jusqu'à la tête. J'ai senti un léger baiser sur ma joue. Je ne pouvais pas bouger, je devais rester là. Et puis, Betty est arrivée. Elle s'est allongée derrière moi, mais elle ne pouvait pas s'approcher. Elle a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai répondu « Tweety est là ». C'est la sensation que quelque chose est présent, mais vous ne savez pas ce que c'est parce qu'il n'y a personne. Je l'ai senti. Nous l'avons senti. J'aime raconter cette histoire parce qu'elle dit que ce n'est pas toujours mauvais d'avoir un fantôme à la maison. Les esprits peuvent prendre possession des vivants. Je me sentais très en conflit. Et généralement, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'était le mal. Ce qu'il y avait là-dedans, c'était le mal. Mais que faire quand c'est votre propre enfant qui se retourne contre vous? C'est allé si loin que ça a failli déchirer la famille. La maison était presque une maison triste. En y vivant, nous avons commencé à avoir beaucoup de problèmes. Mon frère, ça a été dur pour lui d'habiter dans cette maison. Pour je ne sais quelle raison, c'était rude. Je dois dire qu'il y avait beaucoup de violence dans cette maison. On pouvait ressentir plusieurs choses dans cette maison. Quand vous alliez à l'étage, il y avait cette colère intense. Il y avait ces accès presque de violence, surtout dans la partie ancienne de la maison. Sean est devenu très isolé. Il n'avait pas beaucoup d'amis à cette époque et il a commencé à changer. Après un entraînement de baseball, mon père est entré dans ma chambre. Je venais de baisser le bras pour attraper la barre d'une de mes haltères. Je ne sais pas pourquoi. Je la tenais et j'essayais de la reposer par terre, mais je n'y arrivais pas. Il ne savait pas quoi faire, il ne pouvait pas la reposer. Le moindre muscle de mon bras s'est tendu à l'extrême, comme si j'allais frapper mon père avec cette barre. Sean a dit qu'il sentait qu'il pouvait tuer à cet instant. Il disait que c'était comme si quelque chose forçait sa main à faire cela. Je n'avais aucun contrôle. Je me rappelle avoir pensé,
Pourquoi est-ce que je tiens ça? Pourquoi est-ce que je me sens tellement enragé? Pourquoi? Je n'ai aucune raison pour ça. C'était juste cette rage bizarre qui m'envahissait. La sensation de ne plus avoir de contrôle. Sean était comme, je déteste le dire, possédé. Mais quelque chose était là et le forçait à faire ça. Et dès que mon père a quitté la pièce, toutes ces sensations de colère qui m'habitaient, elles étaient parties. Et l'alter m'est littéralement tombé des mains. J'étais à la salle de bain en bas et il y avait une cage d'escalier sur la gauche et la salle de bain était là. Quand j'ai regardé dans le miroir, il y avait le reflet d'une personne. Il était réel, pas comme s'il était transparent. Il était très pâle. Il avait les cheveux noirs et il faisait pitié. Il avait une chemise avec des motifs et il était appuyé sur la rampe d'escalier, comme ça. Son regard était intense et triste, un visage très fermé, très blanc. Pour moi, c'était une âme tourmentée, quelqu'un de vraiment très perturbé dans cette maison. Il fallait que j'aille aux toilettes. Et je me tiens là, et inconsciemment, je remarque quelque chose là sur le côté, dans le reflet du miroir. Alors je regarde, et je vois sur la rampe de l'escalier le torse et la tête d'un homme. Je me souviens de quoi il avait l'air, jusqu'au moindre détail. Il portait une chemise à motifs, rouge et noir, comme celle que portent les bûcherons par exemple. Ça n'a sans doute duré qu'une seconde ou deux, mais sur le coup, c'était une éternité. Nous sommes rentrés à la maison et il a dit « Hé maman, je l'ai vu, j'ai vu ce mec !» Je lui réponds, Sean, quel mec? Et lui, il y avait ce type, là, dans l'escalier. Je lui demande de me le décrire. Et il m'a décrit le bûcheron. Il y avait quelque chose qui rendait les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être chez soi. En grandissant, j'ai eu la malchance d'avoir mauvais caractère. Un jour, mon père a même dû me maîtriser. Mes bras étaient en arrière, comme ça, et mon père les maintenait serrés. Il était à califourchon sur mon buste, en tenant mes bras au sol. Je ne sais pas comment il a fait ça, mais il a projeté Glenn en l'air. Je ne sais pas quel genre de force surhumaine lui est venue, ni d'où cela venait, mais... Il a réellement éjecté mon père. Comment ça s'est produit, je n'en sais rien. Ça s'est passé dans le séjour. Je me suis mis à rouler sur moi-même jusqu'à la véranda, cette partie plus récente. Et à ce moment, toutes ces sensations mauvaises m'avaient quitté. C'était « mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» C'était très bizarre. Pour un garçon de 12 ans, je veux dire, avoir la force de faire cela à un homme qui... Il était si imposant. Ça n'a aucun sens. Je crois que cette maison a dû connaître un grand traumatisme. Tout ce que je sais, c'est que ça n'aimait pas beaucoup mon père. Vraiment pas. Alors que cet homme dans l'escalier, il me faisait sentir calme et protégé. En ayant vu le bien et le mal, et j'ai vu les deux, c'était le mal. Ce qu'il y avait là-dedans, c'était le mal. Je pense que ça nous a changés.
C'est allé si loin que ça a failli déchirer la famille. C'est devenu intense, vraiment. Nous sommes passés d'une jolie petite famille à une famille déchirée. C'est une maison épouvantable. Nous n'y sommes pas heureux. Quelque chose s'y passe et nous devons regarder ailleurs. Il faut qu'on déménage. Je suis toujours effrayée. Oui, effrayée. J'en ai encore des frissons et j'y pense toujours. Je me dis que parfois, il faut rencontrer le mal pour trouver le bien. Je pense que ça a vraiment renforcé l'idée en moi qu'il y a autre chose pour nous. Il y a autre chose pour nous une fois que nous avons quitté cette enveloppe. Ce n'est pas fini. Parfois, heureusement, les fantômes nous veulent du bien. Le père d'Elsie est mort dans ses bras, mais son esprit est resté. La nuit où il est mort, son esprit est réellement venu à moi. Et depuis sa mort, il continue de veiller sur sa famille. En général, je sais quand un message va arriver. Il aurait même sauvé la vie de sa veuve. S'il ne l'avait pas emmenée à l'hôpital ce soir-là, elle ne serait plus en vie. Quand mon père est mort dans mes bras en 2000, ça nous a tous énormément marqués. Déjà parce que nous l'aimions tous très fort, mais aussi parce que nous croyons qu'il est venu nous voir après avoir quitté son corps. Cette nuit, quand il est mort, son esprit m'a réellement rendu visite chez moi. J'ai vu une boule de lumière qui flottait, montait le long du mur, et alors doucement, tout doucement, elle s'est dissipée dans la pièce. Et je sais qu'il voulait dire « Je suis là, et je vais bien, et n'aie pas de peine. Vous avez toujours du chagrin. » C'était l'anniversaire de sa mort, et à exactement 16h30, tout d'un coup, j'ai été submergée par cette mélancolie. Je me posais encore ces mêmes questions. Ai-je bien fait de suivre mes rêves et de devenir artiste? Et j'ai dit à haute voix, « Papa, qu'est-ce que je devrais faire ?» Et j'ai entendu quelque chose gratter derrière le mur contre lequel j'étais assise. Il y avait cette grande bibliothèque juste derrière moi, à peu près 15 cm. Et au moment où je me suis levée, et que ça grattait un peu plus fort, tout d'un coup, ce petit album photo s'est déplacé vers moi très vite. J'avais un peu peur, je n'étais pas sûre. Est-ce que j'avais vraiment vu ça? Parce que j'étais seule dans la maison à cet instant. Mais j'ai pensé, oui, je l'ai bien vu bouger. Là, j'ai commencé à avoir vraiment peur. Parce que j'avais posé cette question à mon père, non? Je téléphonais à ma mère ce soir-là et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et elle m'a dit, tu sais, ton père essaie sans doute de communiquer avec toi. À chaque fois que tu lui posais une question, il te répondait. Donc je suis absolument convaincue que mon père veille toujours sur moi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des fois où je suis assise dans la cuisine et le porche, on peut voir le porche depuis la cuisine. Et de temps en temps, je vois ce visage gris passer et sortir par la porte. On entend clairement la porte s'ouvrir et se fermer. Je savais qu'un message allait arriver. Je m'étais levée au milieu de la nuit pour aller me servir une boisson fraîche. La maison était plongée dans le noir, aucune lumière allumée. Et j'ai physiquement heurté quelque chose de solide. Ça m'a complètement chamboulée. C'est à cause de ce sentiment que j'ai eu instantanément. Quand j'ai heurté ce mur d'obscurité, c'était si mauvais que c'était menaçant et... Le message que j'ai eu à ce moment, c'est il y a un problème, mais pas ici à Toronto. C'est un problème à Winnipeg. Alors j'ai appelé ma mère cette nuit-là et je lui ai demandé « Comment tu te sens ?»
Je sentais que je devais lui demander et elle m'a répondu que sa jambe lui faisait très mal. Elle avait souvent mal, mais là, c'était très douloureux. Je lui ai dit, maman, fais-moi une faveur. Je pense que tu dois voir un docteur, le voir aujourd'hui. Appelle-moi quand tu sors de chez le médecin. Sur mon insistance, elle y est allée et il lui a dit que si elle n'était pas venue ce jour-là, elle serait morte dans les 24 heures. Elle avait un caillot dans le mollet et il commençait à bouger. Et s'il ne l'avait pas emmenée à l'hôpital ce jour-là, elle ne serait plus en vie. Je suis absolument convaincue que mon père me parle, que mon père continue de veiller sur moi. Accidents, meurtres et catastrophes viennent briser des vies inachevées. Lors d'une mort violente, prématurée, les êtres ne peuvent pas se préparer à quitter la vie. Égarés, ne connaissant pas la paix, leurs âmes reviendraient tourmenter les vivants. Des sensations de terreur, de catastrophe imminente. Pour une raison ou pour une autre, son esprit était revenu. Dawn et Leonard ont tous les deux fait la dérangeante rencontre de ces âmes fauchées. Voici leur histoire. J'ai toujours été très intéressée par le Titanic. Et en novembre 1999, il y avait cette grande exposition à Toronto. J'ai proposé à une amie et nous y sommes allés ensemble. Il y avait une boutique de souvenirs et c'était essentiellement des reproductions faites en Chine et des photos, des reproductions de bijoux. Et en bas, et bien en vue à côté de la caisse, je ne croyais pas mes yeux. Il y avait d'authentiques morceaux de charbon qui venaient réellement du Titanic. J'étais stupéfaite et personne ne les regardait. J'ai dit à mon ami, regarde, on peut avoir du charbon du Titanic qui était à bord cette nuit-là. J'ai pris une boîte et je l'ai achetée. J'avais un morceau de cette nuit. Je l'avais avec moi. C'était mon trésor. J'ai commencé à me sentir vraiment mal. À un moment, mes genoux se sont mis à trembler. Et je me suis dit, je ne peux rien avaler. Je ne devrais pas être ici. Et je savais ce qu'il y avait dans mon sac. Je n'aurais pas dû l'avoir. Ça aurait pu être aussi une main tranchée au fond de mon sac. Je voulais m'en débarrasser. Je ne m'étais jamais sentie comme ça, c'était très intense. Un peu plus tard dans la journée, il n'y avait plus aucun doute pour moi, ce charbon venait bien du Titanic. J'ai eu ce sentiment d'urgence. Il fallait que je rende ce morceau de charbon et l'exposition fermée, je n'ai pas pu rapporter le charbon. Je me souviens même avoir regardé le lac Ontario et m'être dit que je pouvais le rendre à l'eau. Et puis j'ai pensé que ce ne serait pas la bonne chose à faire. Ce serait ne pas le traiter avec respect. Alors j'ai juste dit, rentrons à la maison. Et je crois que je suis arrivée vers 11h30. Mon fils est monté se coucher et mon mari aussi. Il devait se lever tôt le lendemain. J'ai mis la boîte sur le rebord de la fenêtre. J'étais très tendue et je suis restée éveillée. C'est seulement après 1h du matin que je suis allée me coucher. J'ai laissé le charbon où il était. Il était hors de question de le monter à l'étage. Et je me suis dit, je m'en occuperai demain. Dans la chambre, j'ai l'habitude d'aller au lit la première, et c'est mon mari qui ferme complètement le volet. Moi, j'aime qu'il soit un peu relevé. Alors je l'ai relevé, et je me suis mise au lit. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai regardé la fenêtre. Il y avait quelqu'un à la fenêtre. Je me suis mise à hurler et je me suis réfugiée contre mon mari. Évidemment, il s'est réveillé tout de suite comme je criais. Il m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui ai répondu « Il y a quelqu'un à la fenêtre. »
C'était un homme qui regardait à l'intérieur. Je pouvais voir sa tête et ses épaules, mais nous étions au premier étage. C'était impossible. C'était un homme de presque 50 ans. Il avait l'air perdu. Il avait le regard mort. Aujourd'hui, ce charbon me fait moins peur, mais j'ai le sentiment qu'il est à ma charge. Je dois m'en occuper, le traiter avec dignité et respect. Quand je travaillais à l'hôpital, il y avait ce service de pédiatrie désaffecté. Il était au premier étage et cela faisait à peu près 8 ans qu'il était fermé. J'avais des choses à y faire parce qu'il y avait un bureau dans une des chambres du service. Je passe la porte du service, je passe dans le couloir et sur la droite de mon champ de vision, je remarque qu'il y a quelqu'un. Alors j'ai regardé et j'ai vu cette petite fille. Elle avait 7 ou 8 ans, les yeux bleus, blonde. Et elle se tenait debout, là, avec cette espèce de pyjama. Et je me souviens qu'il y avait des oursons dessinés dessus. Elle a tendu le bras vers moi et elle a essayé d'articuler quelques mots. Je l'ai regardée et je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ici? C'est fermé. » Et alors que je la regardais, elle a commencé à se dématérialiser. J'ai vraiment pu voir à travers elle. À ce moment-là, on n'y croit pas. On se demande, est-ce que j'ai réellement vu ça? J'ai fini par retourner à l'autre bureau pour parler à l'infirmière. Je lui ai simplement demandé, ce service est bien fermé depuis plusieurs années. Et elle m'a répondu, oui. Quelque chose d'anormal s'y est produit? Je ne lui ai donné aucune information. Je voulais que ça vienne d'elle. Et elle a dit, vous l'avez vu, hein? J'ai répondu, dites-moi ce que j'ai vu. Elle l'a parfaitement décrite. 7-8 ans, les yeux bleus, cheveux blonds, 1m35 environ. Elle a même décrit ses vêtements. J'ai appris plus tard que 2 autres personnes de l'hôpital avaient eu la même expérience. Ça a vraiment confirmé ce que j'avais vu, que je l'avais vraiment vu. Je me suis dit qu'en fait, c'était l'esprit de cette petite fille était revenu, pour une raison ou pour une autre. Peut-être qu'elle était morte dans une de ses chambres, des années auparavant. Je pense sincèrement qu'elle n'était pas prête à mourir, et qu'elle ne savait pas ce qui lui était arrivé. Mon frère travaille dans un magasin de pompes funèbres de Toronto. Un jour, il avait un problème de voiture et il m'a demandé de venir le chercher à l'heure où il fermait. J'y suis allé pour le voir. J'arrive à la porte d'entrée et il était très occupé en bas. Alors j'ai décidé de m'asseoir sur une des chaises dans l'entrée du bâtiment. J'étais assis là et une jeune fille d'environ 16 ans est entrée. Elle était très jolie, très belle. Elle portait un sari rouge. C'était une indienne. En rentrant, elle ne m'a pas regardé. Elle est juste passée comme ça devant moi. Et puis elle est montée à l'étage. Alors, quand mon frère est remonté d'en bas et m'a dit « Léonard, nous allons partir maintenant », je lui ai dit « Il y a une jeune fille qui vient de rentrer et qui est là-haut. Tu devrais lui dire de partir, parce que nous allions fermer à clé. » Il m'a répondu qu'il n'avait rien vu sur les écrans de contrôle. Je lui ai dit « Si, elle est ici. Viens avec moi, montons. Et nous allons lui demander de partir. » Et il n'y avait personne. Et la salle de veillée était fermée à clé. Mais j'ai insisté. Elle est en haut. Alors, à contre-cœur, il a sorti ses clés, ouvert la porte.
Et nous sommes entrés dans cette pièce particulière. Quand j'ai regardé autour de moi, il y avait une jeune fille dans un cercueil. Je me suis approché un peu, et quand je l'ai regardée, c'était une jeune fille de 16 ans, une indienne, et elle portait un sari rouge, et elle était morte. À ce moment, on réalise qu'on n'a pas vu une personne venue visiter, on a vu un mort. À ce moment, on est en même temps incrédule et terrorisé. Rencontrer un esprit malfaisant est déjà traumatisant. Elle a posé les yeux sur moi avec ce regard très bizarre. C'était quelque chose de très étrange. Et un jour, j'ai ouvert la porte et un bras est sorti. Comme ça. Mais c'est encore pire quand votre entourage ne vous croit pas et vous laisse seul face à vos peurs. Elle ne m'a pas cru, tout simplement. Elle n'a rien cru de ce que je racontais. Pas un mot. S'il s'était planté devant moi et m'avait dit « Écoute, ça s'est vraiment passé », j'aurais été soulagée. Enfants, Aaron et Kendra ont tous les deux connu le double traumatisme d'être tourmentés par des fantômes et traités de menteurs.